Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkoff avec Alexandre Delval, géopolitologue et auteur de La mondialisation dangereuse chez l'Artilleur, coécrit avec Jacques Sopelsa, qui va être republié en format de poche. Mais alors, où en est-on? Et à un moment donné, Alexandre Delval, on a parlé, on dit oui, mais les positions se figent, on se rapproche dangereusement d'un conflit encore plus armé, un conflit plus généralisé, avec la Pologne, avec l'Europe, avec l'OTAN, etc., etc. Mais on en parlait hors antenne. Vous dites, attendez, entre ce qui se passe aujourd'hui et le conflit nucléaire, il y a beaucoup d'autres choses qui risquent de se passer. Lesquelles ? Oui, alors déjà, si les Russes employaient l'arme tactique nucléaire en Ukraine, il y a plusieurs scénarios du grand spécialiste Joseph Selinchon, on pourra développer tout à l'heure. Même si ça ne frappe pas un pays de l'OTAN, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emploi du nucléaire tactique sur un pays qui est de l'OTAN n'implique pas forcément une réaction nucléaire, et encore moins... Qu'est-ce que vous appelez nucléaire tactique? Alors, le nucléaire tactique, ça va être une bombe de 10 kilos, 15 kilotonnes, équivalent d'Hiroshima. C'est une petite bombe aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on peut faire, et qui serait tactique sur un pays non de l'OTAN. Ça a l'air d'être quelque chose de pas forcément qui implique une réaction, surtout pas nucléaire, mais ça pourrait impliquer une réaction conventionnelle. Hiroshima, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais si les Russes faisaient ça, ce qui est très peu probable, il y aurait probablement, et même presque certainement, puisque ça a été même conçu et dit et analysé, il y aurait une réaction conventionnelle massive qui viserait, et ça a été dit par des officiels américains aussi, détruire la flotte russe en mer Noire et même, pourquoi pas, anéantir une partie de l'armée russe en Ukraine. Bien sûr, surtout pas toucher le territoire russe, mais cette réaction conventionnelle qui serait quand même massive, toute la question, j'en parlais avec un expert que notre ami Slobodan connaît probablement, Vautravers, qui est un très bon expert suisse de l'armement, et ça m'a été confirmé par un amiral qui est italien qui travaille à l'OTAN. On ne sait pas ensuite comment les Russes réagissent si nous réagissons de manière conventionnelle mais massive face à leur dispositif en Ukraine. Là, il y a une grande question que même les grands spécialistes ne savent pas. C'est très peu probable ce que je dis. Mais comment réagissent les Russes une fois qu'on détruit leur armement en Ukraine? Alors, avant d'arriver à ce stade, j'espère qu'on n'y arrivera jamais, vous avez parlé de cette guerre des hackers, de la cyberguerre, de la cyberbelligérance, je dirais. Ça consisterait en quoi? Alors, la cyberbelligérance consisterait à mettre hors d'état de nuire ou en mettre en déni de fonctionnement les infrastructures qui deviennent critiques, ce qu'on appelle les infrastructures critiques. Ça veut dire on peut empêcher totalement un hôpital de fonctionner pendant un certain temps. Ça existe déjà d'ailleurs, sauf que, il faut le savoir, pour nos éditeurs, de nombreux hôpitaux dans des pays du monde payent des rançons à des hackers chinois ou ukrainiens ou russes, c'est les meilleurs, pour ne pas que l'hôpital soit bloqué. Ça existe déjà, mais on pourrait concevoir des choses encore pires. Par exemple, empêcher l'approvisionnement en électricité de toute une ville. Un scénario a été étudié. C'est faisable aujourd'hui, c'est faisable techniquement. Une ville peut être, par exemple, la ville de Paris a refusé, malheureusement, j'en parlais avec un expert tout à l'heure, la ville de Paris, il y a plusieurs années, a refusé de voter un budget qui permettrait d'avoir une cellule opérationnelle, technique, de cyberguerre pour protéger la ville de Paris en cas d'attaque cyber. On pourrait mettre la ville de Paris dans le noir. Pas besoin de brouillage électromagnétique avec une bombe nucléaire en hauteur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est connu. On sait qu'aucun pays occidental aujourd'hui a véritablement la possibilité de résister à cela. Alors on a trouvé une parade en 2021 au sommet de l'OTAN, en juillet 2021. Il a été décidé par les pays de l'OTAN qu'une attaque de ce type qui paralyserait une ville, des scénarios ont montré que ça pourrait avoir jusqu'à 70% de morts si une ville était totalement paralysée. C'est tellement massif l'effet d'une cyberattaque sur les infrastructures critiques que l'OTAN a décidé que c'était l'équivalent d'une attaque guerrière à la fois conventionnelle et nucléaire. C'est une attaque qui pourrait susciter une riposte guerrière totale. Donc vous dites en tout cas qu'aujourd'hui, Alexandre Delval, à l'heure où nous parlons, cette attaque est possible, en tout cas techniquement possible. Elle est possible, mais les Russes et les Chinois et les États qui ont des structures, il y a aussi des privés, mais les États ont les meilleures structures de hackers, et ces États, surtout Russie, Israël, Ukraine et Chine,
ont des structures. Pour l'instant, les ennemis de l'Occident, donc Chine, Russie, n'ont pas utilisé cette attaque massive parce qu'ils savent que les représailles seraient massives. Et puisque c'est considéré comme l'équivalent d'une attaque conventionnelle, voire même tactique nucléaire, la riposte de l'OTAN, l'OTAN s'est permis n'importe quelle riposte de type de guerre. Et vous donc, dites aussi que pour l'instant, ça les a dissuadés. Mais un jour, peut-être, si nous allons dans l'escalade et que la Russie se sent existentiellement menacée, par exemple, par des livraisons d'avions de combat, rien n'exclut, même si je pense que c'est peu probable, que ce type de scénario en arrive. tout cas, et ça peut paralyser une aviation entière aussi. Vous avez dit ça peut l'aviation civile, par exemple. On peut paralyser des hôpitaux, des infrastructures civiles et des infrastructures militaires, mais on peut aussi, avec le cyber, paralyser les satellites. Les satellites, on n'a pas besoin forcément d'envoyer un missile intercontinental pour exploser un satellite. On peut le mettre hors d'état de nuire, pas le détruire, mais empêcher son fonctionnement. Et aussi, on peut attaquer aussi sur la mer. Les câbles intercontinentaux sous-marins qui permettent 99% du débit Internet. Oui, et ça aussi, ça n'a pas été fait parce que là aussi, ce serait une attaque de type de guerre. Mais ça a été fait par des voyous ou des groupes islamistes. Par exemple, à la Corne de l'Afrique, en 2016, on a eu une attaque d'un bateau qui mettait en place un câble sous-marin. Il a été attaqué. Il a fallu que les SEAL, les forces spéciales américaines, viennent le défendre. Vous l'avez dit au début, c'est une guerre de perception d'abord. Ouais. Pour des raisons tactiques, stratégiques, diplomatiques, les Occidentaux préfèrent dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas en guerre avec la Russie. En revanche, les mêmes Occidentaux, en particulier les États-Unis, mettent en garde la Chine contre le fait que si la Chine devait fournir une quelconque aide militaire à la Russie, c'est-à-dire si elle commençait à livrer par exemple des boîtes de cartouches à la Russie, on considérerait que la Chine est en co-belligérance, c'est-à-dire que la Chine entre en guerre contre l'Ukraine et donc par extension contre l'Occident. Donc, selon les critères même de l'Occident, l'Occident est aujourd'hui en guerre avec la Russie. Il faut pas se faire d'illusions. Absolument. Nous, puisque nous sommes, je suis citoyen suisse, nous sommes en Occident, nous sommes en guerre avec la Russie. Simplement, le sang qui coule, c'est du sang ukrainien et puis quelques volontaires. Mais massivement, c'est le sang ukrainien. On n'ose pas ou on ne peut pas envoyer ses propres soldats. Oui, vous êtes d'accord, Alexandre Delval? Oui, on est en guerre? Je pense que c'est une évidence. D'ailleurs, vous savez, c'est la technique de la cuisson du homard ou d'autres crustacés. Parfois, pour pas les affoler trop, on les met dans de l'eau très tiède, très confortable au début, et c'est de plus en plus chaud. Puis à un moment, ils meurent, ils sont cramés. Et donc, c'est un peu pareil. On va pas nous dire tout de suite qu'on est en guerre, parce qu'il y aurait une réaction. Et donc, on nous prépare petit à petit. C'est comme pour les armements. C'était impossible de livrer des chars de combat il y a 6 mois. Maintenant, c'est plus que d'actualité, c'est opérationnel. C'était impossible, inenvisageable les avions il y a 6 mois. Maintenant, pourquoi pas? Selon Macron, selon la Pologne qui dit carrément il faut y aller, selon Biden qui dit on n'exclut pas, et Macron qui a dit il n'y a pas de tabou là-dessus. D'ailleurs, on entraîne déjà des pilotes. Aux États-Unis et en Angleterre, il y a des programmes d'entraînement de pilotes pour des F-16 aux États-Unis notamment. La France parle avec la Pologne pour éventuellement entraîner des pilotes pour des Mirage 2000 et la Pologne est déjà prête, elle, à les livrer à l'Ukraine. On voit bien qu'on y va tout droit, mais bien entendu, ce serait politiquement très maladroit de nous l'avouer tout de suite. Donc, c'est la cuisson du homard. Mais comme dit Slobodan Despot, nous sommes déjà en guerre et il ne s'agit pas de prendre parti pour la Russie, de le regretter. C'est juste un constat, c'est pas regret ou déplorer ou être content, c'est un constat, sauf que ce n'est publiquement pas acceptable. Ça montre aussi qu'en Occident, il y a aussi des informations. En Occident, on ment, mais d'une manière plus habile que de l'autre côté. De l'autre côté, c'est un peu vulgaire parfois et très grossier. Un peu grossier, grossier ou brutal ou un peu rustre, mais on nous ment par omission. Vous savez, Torquato Aceto, un grand disciple de Machiavel, avait écrit de l'honnête dissimulation. Nous, en Occident, on ment à la façon italienne de jésuite de Torquato Aceto, de l'onesta dissimulazione. Donc c'est par omission, mais ça revient absolument même, puisqu'on ne nous dit pas les choses et on n'a surtout pas consulté le peuple. Si le peuple français, par exemple, ou suisse, normalement la Suisse est neutre, et je sais qu'il y a un grand débat en Suisse, les gens sont choqués, enfin les gens qui sont adeptes de cette qui tiennent à la neutralité suisse sont choqués parce qu'on n'a pas consulté les Suisses pour les embarquer déjà indirectement dans cette guerre, et nous encore moins. On n'a pas consulté le peuple si on était d'accord avec ce que disait De Gaulle ou pas. De Gaulle disait si on fait une guerre, ça doit être la nôtre. Est-ce que c'est notre guerre? Soyons sérieux, Alexandre. Oui. Depuis 2005, on ne consulte plus le peuple. Oui, c'est une obscénité. C'est vulgaire parce que le peuple est rustre. Le peuple est dangereux. On ne va pas consulter le peuple. Mais où allons-nous? Le peuple est dangereux.
continuer obscène, à parler même de la désinformation. Et le dollar commence à perdre plus ou moins en fait son économie mondialement, notamment avec les BRICS qui vont se créer demain et avec leur monnaie ainsi indépendante basée sur l'or. Est-ce que vous pouvez m'en parler s'il vous plaît? Alors, Alexandre Delval, oui, alors, la dédollarisation du monde ou quoi? Alors la dédollarisation du monde, on a tendance un peu, à mon avis, à l'exagérer de temps en temps parce qu'on n'y est pas encore, mais il y a un processus quand même inquiétant pour les Américains puisque cette monnaie, effectivement, est fondée sur le fait qu'elle a derrière elle une armée. Ça joue quand même, l'armée, le lien entre l'armée et la monnaie, et le fameux pacte de Quincy avec les Saoudiens qui a permis de faire ensuite le pétrodollar, et c'est extrêmement important pour l'économie américaine. Et MBS, et c'est là peut-être que les Américains, c'est ce que j'explique dans mon livre, n'ont pas été assez malins dans leur universalisme pandémocratique prosélyte, en accablant, même si ce qu'il a fait est horrible, MBS pour le meurtre Mohamed Ben Salman, je rappelle. Voilà, MBS, le patron de l'Arabie Saoudite. Voilà, l'héritier, patron de facto de l'Arabie Saoudite, lorsque il a fait éliminer, parce qu'il le nie, mais c'est lui, il a fait éliminer le fameux opposant Khashoggi. Il y a eu bien entendu des critiques extrêmement dures de la part de l'Occident, pas de Trump, mais quand Biden est arrivé, il a été extrêmement violent. Il a traité MBS comme Poutine en le traitant de criminel, etc., de voyou, de criminel. Et le problème, c'est que les Bédouins de ce rang, surtout les Soudaïris, sont extrêmement rancuniers, et en plus, il est nationaliste, et il a vu là un danger. Et ceci couplé avec le fait que les sanctions américaines extraterritoriales, l'Amérique est le seul pays qui a des lois à portée universelle qui peuvent punir n'importe qui, n'importe quand, dès lors qu'on utilise US person. Le US person, ça peut être le dollar ou un instrument financier américain ou une entreprise américaine. Et il y a pas mal de pays comme l'Indonésie, comme l'Arabie Saoudite, pas que la Chine et la Russie, qui se disent, tous les pays qui se disent un jour peut-être que l'Amérique pourrait nous renverser ou nous punir, ils se disent dollar égale danger. Dollar, alors qu'une monnaie... Après l'histoire du SWIFT, ils se sont dit, attention. Après l'histoire du SWIFT, mais surtout, la monnaie, c'est très important, et est fondée sur la confiance. Si une monnaie égale danger de saisie, rappelez-vous, la Société Générale, 3 milliards, la BNP Paribas, 9 milliards de dollars, et le Trésor s'enrichit d'une centaine de milliards chaque année avec les punitions tous azimuts, et bien du coup, ça a créé un manque de confiance envers cette monnaie. Tous ceux qui ne sont pas dans la démocratie libérale et qui n'ont pas des régimes qui plaisent aux États-Unis, et encore, nous on est proches, on a quand même été sanctionnés, eh bien il y a pas mal de pays qui veulent se dédollariser. Par contre, les Américains sont en train de proposer quelque chose de très intéressant. Il est question, dans le cercle le plus influent de la Fed et du gouvernement américain, de faire $2 dans l'avenir. Un dollar US qui serait lié à l'économie US et un dollar pour le reste du monde. Ouais. Et ce qui voudrait dire qu'il pourrait y avoir un danger énorme sur le dollar international qui serait dévalué d'un coup. Ouais. Ça, c'est un véritable danger. Donc la dédollarisation, c'est un danger pour l'Amérique, mais ils sont quand même assez malins en guerre économique. En attendant, ils nous vendent leur gaz de schiste avec moult bénéfices. Alors, ce que disait monsieur est très vrai. Ils nous vendent le gaz de schiste 5 fois plus cher que leur industrie les consomme. Et comme vous le savez, l'Allemagne a laissé tomber le couple franco-allemand parce qu'elle est en train de délocaliser massivement aux États-Unis. Où on peut... Et en plus, les États-Unis ont vendu plein d'armes aux pays qui veulent rentrer dans l'OTAN, aux pays de l'OTAN et même aussi en Asie du Sud-Est. C'est un jackpot total pour l'industrie militaire américaine qui marche bien. On va voir le prix. Alors juste, Alexandre, dernière phrase, on est malheureusement en fin d'émission, mais on reprendra ça avec vous deux et avec... juste un mot, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il faut peut-être revenir et demander aux gens ce qu'ils en pensent ? Oui, je pense qu'il faut demander ce que les gens en pensent, mais en fait, on est dans un dilemme, parce que certes, c'est peut-être pas notre guerre, parce que l'ennemi de l'un n'est pas celui de l'autre, mais en même temps, on a un défi gigantesque pour l'ordre international, c'est qu'on a des puissances révisionnistes, surtout la Russie, la Chine et la Turquie, révisionnistes au sens des relations internationales, ça veut dire qu'il veut remettre en cause l'ordre et les frontières établies. Et c'est très compliqué de ne pas empêcher la Russie d'envahir son voisin, parce que même s'il y a un récit avant, un narratif et un passif, on ne peut pas tolérer qu'un pays envahisse son voisin. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas la guerre de la France, c'est la guerre, c'est la guerre peut-être de l'OTAN, et encore, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Et effectivement, donc il faut consulter, puisque comme l'Ukraine n'a pas d'accord de défense ni avec la France, ni avec l'Union européenne, ni avec l'OTAN, normalement, ça devrait être laissé, à mon avis, consulter. Je sais, M. Slobodan, vous n'êtes pas d'accord. Je dois vous dire une chose. Non, je dois vous dire une chose. On ne peut pas nier qu'il y a une invasion et que c'est contraire à
à la base du droit international. On ne peut pas laisser faire ça. Effectivement. Mais le droit international, comme vous le savez parfaitement, n'existe plus depuis 1999, lorsque l'OTAN et les États-Unis ont bombardé la Serbie pour en détacher. Ou plutôt le droit existe, mais il a été violé par les principaux... il a été violé de part et d'autre, c'est vrai qu'on en a moins parlé en 1999 qu'aujourd'hui. Mais nous étions traités d'ordure lorsqu'on était contre la guerre en ex-Yougoslavie. Oui. Depuis lors, les États-Unis ne parlent plus de règles du droit pour les relations internationales, mais ordre basé sur des règles, leurs règles, c'est-à-dire leur capacité de déterminer ce qu'on peut faire. On ne va pas vous mettre d'accord, mais c'est très bien. Non, mais je pense que c'est complémentaire. Ce sont eux qui sont les révisionnistes. On a posé les problèmes. Je vous remercie à tous les deux. Là, on doit clore l'émission, mais je vous remercie à tous les deux et on en reparlera bien sûr parce que malheureusement, la guerre ne va pas s'arrêter demain, hélas.